Bonjour, dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre cours de comptabilité des sociétés en abordant le deuxième chapitre qui sera consacré à la question de l'imposition et de l'affectation de résultats. En effet, vous avez étudié en comptabilité générale l'importance du résultat de l'exercice comme un indicateur qui renvoie à la performance de l'entreprise et sa capacité à tirer profit de ses activités. Au sens comptable, il matérialise le solde des produits et des charges faisant varier la valeur d'un patrimoine sur une période donnée appelée un exercice comptable. Et cette différence traduit soit un bénéfice, soit une perte en fonction donc du signe dégagé par la différence entre les produits et les charges. Lorsque le signe est positif, il matérialise un enrichissement de l'entreprise et donc un bénéfice réalisé sur ses activités. Lorsque le signe est négatif, donc il traduit un appauvrissement de l'entreprise puisqu'il matérialise donc une perte réalisée sur ses activités. Le résultat de l'exercice est déterminé en matière comptable à travers l'établissement de documents CPC, le compte de produits et charges, qui retrace la formation de résultats tout au long d'une période appelée exercice comptable. Bien entendu, le résultat est déterminé par la différence entre les produits, c'est-à-dire l'ensemble des ressources créées par l'entreprise, et les charges qui constituent des consommations de biens et de services réalisés ou utilisés par l'entreprise. Lorsque cette différence est positive, cela signifie que les produits sont largement supérieurs aux charges, donc là on parle d'un bénéfice. Lorsque les produits sont inférieurs aux charges, et là on parle d'une perte. Donc à travers le CPC, on dégage les différents résultats, le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat non courant. Le résultat d'exploitation est dégagé sur la base des éléments qui relèvent de l'activité courante, qui font référence à l'ensemble des activités réalisées dans le cadre du cycle d'exploitation de l'entreprise, achat de matières premières, stockage de matières premières, fabrication ou production des produits finis, stockage des produits finis, commercialisation, etc. Le deuxième résultat est déterminé sur la base des éléments qui relèvent de la structure financière. Et là, on parle d'un résultat à coloration financière, la différence entre les produits financiers et les charges financières. Et enfin, le résultat non courant qui est dégagé à partir des éléments qui ne relèvent pas de l'activité courante et qui sont considérés comme exceptionnels, notamment la cessation des mobilisations, les pénalités de retard, les amendes fiscales, etc. Et à travers cela, on arrive à dégager donc le résultat. Ainsi se dégage l'ensemble des résultats, notamment le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat non courant, à travers la différence entre les différents produits avec les différentes charges. À partir de là, on dégage donc le résultat courant à travers l'addition entre le résultat d'exploitation et le résultat financier. Et là, il traduit donc l'ensemble des éléments réalisés par l'entreprise et qui sont directement liés à son activité principale ou activité courante, par distinction au résultat non courant qui est déterminé en tenant compte des éléments exceptionnels qui sont qualifiés comme étant non courants. À partir de là, on détermine le résultat avant impôt à travers la somme du résultat courant et du résultat non courant, et à partir de là, on dégage donc le résultat net en déduisant l'impôt sur le résultat que l'entreprise est censée payer à l'administration fiscale. Schématiquement, le CPC se présente de la manière suivante. Voilà, la première rubrique sera dédiée à la formation du résultat d'exploitation à travers la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. La deuxième rubrique sera consacrée aux éléments financiers, notamment le résultat financier à travers la différence entre les produits et les charges financières. Et par la suite, donc, on détermine le résultat courant par la somme entre le résultat d'exploitation et le résultat financier. Et enfin, on détermine le résultat non courant, c'est le résultat dégagé sur les éléments exceptionnels qui ne sont pas liés directement à l'activité principale ou l'activité courante. Et à partir de là, on dégage le résultat avant impôt par la somme entre le résultat courant et le résultat non courant. Et enfin, on dégage le résultat net en déduisant l'impôt sur le résultat. Donc, à travers le CPC, on peut dégager soit le bénéfice, soit la perte
en fonction de la différence entre les produits et les charges. Si les produits sont supérieurs aux charges, on parle d'un bénéfice qui traduit un enrichissement de l'entreprise à travers ses activités. Par conséquent, lorsque les produits sont inférieurs aux charges, là on parle d'un déficit qui traduit une perte, matérialisant l'appauvrissement de l'activité de l'entreprise. En matière de droit fiscal marocain, l'imposition des sociétés varie en fonction des statuts juridiques et de la forme juridique propre à chaque société. Généralement, dans le cas de la société en nom collectif, chaque associé est soumis à l'impôt sur le revenu en tant qu'entrepreneur individuel et la société a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. De même, lorsqu'il s'agit de la société en commandite simple, où les associés commandités sont aussi soumis à l'impôt sur le revenu en tant qu'entrepreneur individuel et que la société a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Alors que les sociétés de capitaux, notamment la société anonyme ou la société anonyme simplifiée, ainsi que la forme hybride, la société à responsabilité limitée, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Bien sûr, en comptabilité des sociétés, on va juste vous sensibiliser par rapport à la question de l'imposition fiscale des sociétés et naturellement vous aurez un cours en troisième année qui va détailler explicitement les différentes caractéristiques fiscales des sociétés dans un semestre dédié. Et donc à partir de là, les sociétés de personnes sont généralement soumises à l'impôt sur le revenu et les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Les barèmes et les taux d'imposition varient chaque année en fonction des dispositions fiscales de la loi de finances et ils sont toujours regroupés dans le cadre du Code général des impôts. Donc, pour déterminer l'impôt exigible sur le plan fiscal, le comptable est tenu de faire le passage entre le résultat comptable et le résultat fiscal de manière à procéder à quelques corrections en réintégrant les charges qui ne sont pas acceptées par l'administration fiscale comme charges déductibles et déduire les produits qui ne sont pas considérés comme étant imposables fiscalement. Donc il faut distinguer entre les produits et les charges comptabilisées et les produits et les charges qui sont considérés par le Code général des impôts ou le droit fiscal. Il y a certains produits qui sont comptabilisés, mais ils ne sont pas imposables fiscalement, soit ils sont exonérés, soit ils sont hors champ d'imposition. Il y a aussi des charges qui sont comptabilisées, mais ils ne sont pas acceptées par l'administration fiscale en tant que charges déductibles. Donc pour neutraliser ces éléments fiscaux, on est censé de faire le passage de résultat comptable au résultat fiscal de manière à déterminer l'impôt exigible. Si bien sûr l'entreprise réalise un bénéfice, donc elle va payer un impôt sur les sociétés ou même l'impôt sur le revenu, si le résultat est déficitaire, il sera reporté à l'exercice suivant et l'entreprise sera amenée à payer une cotisation minimale qui est aussi indexé sur la valeur du résultat en question. Bien sûr, nous sommes juste en train de vous sensibiliser par rapport à la question de l'imposition, puisque l'impôt constitue la première forme de l'affectation, de la répartition d'un bénéfice ou d'un résultat. Par la suite, vous aurez tout un cours détaillé en troisième année qui va revenir sur les spécificités fiscales de chaque forme de société. Donc ainsi, et au-delà des dispositions fiscales, d'autres dispositions doivent être respectées en matière d'affectation de bénéfices. Bien sûr, dans notre chapitre, on va focaliser davantage sur le cas de la société anonyme et qui est un cas qui est quand même similaire aux autres formes de sociétés commerciales. Donc les premières dispositions sont celles qui ont été prescrites par la loi sur la société anonyme. Il y a des dispositions qui sont précises dans le cadre des statuts et il y a bien entendu des décisions qui relèvent de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, comme vous voyez sur l'écran, nous avons un schéma qui illustre l'ensemble des implications en matière d'affectation de résultats. Dans un premier temps, on commence par déterminer l'impôt exigible, qui traduit donc la première affectation d'un bénéfice réalisé. Et donc là, on passe du bénéfice avant impôt à un bénéfice net, en déterminant donc l'impôt à payer et qu'il faut reverser à l'administration fiscale. À partir de là, nous avons des dispositions légales, notamment à travers l'ensemble des réserves qu'on doit bien entendu garder pour le compte de l'entreprise. Donc là, on distingue le bénéfice non distribué, qui sera donc réservé ultérieurement, et on a donc un bénéfice distribué qui traduit donc principalement
les intérêts statutaires qu'on a déjà discuté dans le cadre du premier chapitre. Donc ce sont des intérêts qui sont accordés à des actionnaires qui libèrent leur part en matière de capital souscrit. Et il y a donc ce qu'on appelle les superdividendes et les tantièmes qui sont versés aux actionnaires et administrateurs. Commençons donc par l'affectation des bénéfices non distribués. Et donc à travers cela, on va distinguer l'ensemble des réserves, donc l'ensemble des valeurs qui vont être réservées pour des besoins futurs de l'entreprise. Et donc il y a des réserves qui sont obligatoires, ce qu'on appelle les réserves légales, qui sont donc obligatoires en vertu de la loi sur la société anonyme. Il y a des réserves statutaires qui sont prévues par les statuts de chaque société. Et il y a des réserves facultatives qu'on peut envisager pour des considérations, par exemple, liées au renforcement des fonds propres, à l'alimentation du fonds de roulement, etc. S'il reste une somme, donc là, on peut la renvoyer dans le cadre du report annuel. Donc, premièrement, les réserves légales sont destinées, bien entendu, à accorder plus de garanties aux créanciers de la société. Donc, ils sont obligatoires en vertu de la loi. C'est pour cela qu'on parle des dispositions légales, parce qu'ils sont obligatoires en vertu du droit des sociétés. Et donc là, en matière de la société anonyme, les réserves légales doivent correspondre à 5% du bénéfice net de chaque exercice, diminuer bien sûr le cas échéant des pertes antérieures qui sont enregistrées dans le cas du report à nouveau au solde débiteur. Et ces réserves sont cumulables jusqu'à un plafond qui ne doit pas dépasser 10% pour les sociétés de capitaux et la société à responsabilité limitée et 20% pour les autres formes de société, notamment la société en nom collectif et la société en commandite simple. Donc là, il s'agit d'une somme obligatoirement constituée à raison de 5% du bénéfice distribuable après absorption des pertes antérieures. Et bien entendu, le cumul des réserves légales ne doit pas dépasser 10% du capital social dans le cas de la société anonyme. Donc à partir de là, donc vous voyez sur le compte schématique qu'on crée un compte réserve légale 1140 par le crédit des sommes versées au cours de chaque exercice, donc 5% du bénéfice de chaque exercice comptable qui sont cumulables jusqu'à un plafond de 10% du capital social souscrit. Pour enregistrer en comptabilité la réserve légale, donc d'abord on doit reclasser le résultat au début de chaque exercice. Là on débite le résultat net de l'exercice qui sera soldé et on va ouvrir un nouveau compte appelé résultat net en instance d'affectation, donc 1181. Et à partir de là, donc à chaque fois qu'il y aura une affectation, donc ce compte sera débité et il sera crédité par la contrepartie qui lui concerne. Par exemple, ici sur l'écran, vous voyez que pour les réserves légales, on est censé la créditer. C'est un compte de passif qui augmente par le crédit et baisse par le débit. Et à partir de là, donc, les réserves légales sont créditées et le résultat net en instance d'affectation sont donc débités. Au-delà des dispositions légales, les statuts peuvent également prévoir d'autres réserves, notamment les réserves statutaires ou les réserves facultatives, qui sont destinées à renforcer le fonds de roulement de la société puisqu'ils sont enregistrés dans la classe 1, financement permanent, notamment les capitaux propres. Donc l'objectif de ces réserves est de renforcer les fonds propres et notamment le fonds de roulement de la société pour qu'elle puisse faire face à ses besoins de financement. Donc les réserves statutaires sont exigées par les statuts qui en fixent les modalités jusqu'à modification des statuts par l'Assemblée générale ordinaire. En matière d'enregistrement comptable, là encore, à chaque fois qu'il y a une affectation, on débite le résultat net en instance d'affectation, le compte 1181, et on crédite le compte qui a été créé, donc la réserve statutaire, avec un compte 1151. De la même manière aussi pour les réserves facultatives, qui peuvent être décidées par un simple accord entre les actionnaires dans le cas de l'Assemblée générale ordinaire. Là encore, lorsqu'il y a des réserves à enregistrer, il faut débiter le résultat net en instance d'affectation 1181 et créer donc le compte réserve facultative par le crédit du compte 1158. Et enfin, donc s'il reste encore une somme qui se dégage, donc on peut l'enregistrer soit dans le cadre du report à nouveau, donc solde créditeur, donc il y a des bénéfices qui sont en attente d'affectation,
Et quand on a une perte réalisée sur un exercice donné, on va donc l'enregistrer dans le cadre du report à nouveau solde débiteur. Et donc là, il s'agit d'une somme que l'Assemblée générale ordinaire réserve en attendant son affectation plus tard, soit donc la perte réalisée sur un exercice qui sera affecté dans un report à nouveau solde débiteur, puisque c'est un compte du passif qui augmente par le crédit et baisse par le débit. Et quand on a donc une somme en attente d'affectation, donc là il faut l'enregistrer dans le solde créditeur. Donc lorsqu'il y a donc ce solde créditeur, là de la même manière, on va débiter le compte résultat net en instance d'affectation, 11,81, et on va créditer le report à nouveau. Donc, passons maintenant à l'affectation des bénéfices distribuables, qui représente la part des bénéfices distribués aux actionnaires et qu'ils comprennent deux éléments principaux. Le premier dividende, ou ce qu'on appelle l'intérêt statutaire. Donc, c'est un élément qu'on avait discuté lors du premier chapitre et qui représente l'intérêt accordé aux actionnaires ayant libéré leur fraction en matière du capital social souscrit, et le superdividende qui représente donc la somme qui sera versée à l'ensemble des actionnaires indépendamment de la libération de leur capital et en fonction du nombre des titres qu'ils possèdent. En matière d'enregistrement comptable, la distribution des dividendes est assujettie à une taxe appelée taxe sur les produits des actions qui est retenue à la source de l'ordre de 15%, et à partir de là il faut distinguer la part nette qui revient à l'actionnaire, qui sera enregistrée dans le cadre du compte 4465 associé dividende à payer, et la taxe exigible retenue à la source de 15% qui sera enregistrée dans le compte 4452 état impôts et taxes assimilées. À partir de là, donc, il faut donc débiter le résultat net en instance d'affectation et créditer la part nette qui sera versée aux actionnaires dans le cadre du crédit du compte 4465 associé dividende à payer, et créditer l'impôt exigible qui sera versé à l'administration fiscale 4452 état impôts et taxes assimilées. Une fois ils seront réglés, il faut les débiter pour les solder et créditer donc le compte de la banque. Dernier élément, c'est les tantatièmes. Donc, un tantatième est une partie du bénéfice qui sera accordée aux administrateurs, notamment dans le cas de la société anonyme, ceux qui composent soit le conseil d'administration, soit le directoire et le conseil de surveillance. Et donc, les tantatièmes, c'est une forme de rémunération à ces administrateurs. Là encore, ce sont des produits imposables fiscalement et qui sont aussi assujettis à la même taxe de 15% retenue à la source. Et à partir de là, on va utiliser le compte 4467, administrateur tantième à payer, et bien entendu le compte état impôts et droits assimilés. Donc en matière d'enregistrement comptable, on va débiter le compte résultat net en instance d'affectation et créditer donc les comptes administrateur tantième à payer, le compte 4467, et créditer aussi le compte 4452 état impôts et taxes droits assimilés. Une fois réglé, il faut débiter ces comptes pour les solder et créditer donc en contrepartie. Donc voilà, en guise de synthèse, on va établir un tableau d'affectation dans lequel on présente les origines de l'affectation, notamment le résultat de l'exercice, neutralisé par les éventuels reports à nouveau antérieurs, et ou les prélèvements sur les réserves, donc qui sont éventuellement constaté sur un exercice comptable, et par la suite on traduit le projet d'affectation, réserve légale, haute réserve, intérêt statutaire, superdividende, tantième s'il y a lieu, et le report à nouveau de l'exercice. Et donc en matière comptable, à la réouverture de chaque exercice, donc au début de chaque exercice, généralement le 1er janvier, on doit constater l'écriture de la réouverture des comptes en débitant le compte résultat net de l'exercice pour qu'il soit soldé, et on va ouvrir le compte résultat net en instance d'affectation par le crédit du compte 1181, et à partir de là, selon le cas, on débite le résultat net en instance d'affectation et on crédite l'ensemble des éléments constitutifs du projet de l'affectation. Donc lorsqu'on a un report à nouveau solde débiteur antérieur, il sera crédité pour qu'il soit donc soldé,
Et s'il y a donc un surplus en attente d'affectation, il sera considéré dans le compte report à nouveau solde créditeur. Il ne faut pas oublier que ici, donc, il faut aussi introduire le compte état impôt et droits assimilés, de manière à considérer aussi l'impôt qu'il faut reverser à l'administration. Si bien entendu le report à nouveau antérieur est un solde créditeur, il sera ajouté au résultat net en instance et par conséquent il faut le débiter. Et en contrepartie, on constate les différents éléments constitutifs du projet de l'affectation du résultat. S'il reste encore une somme en attente d'affectation, il sera toujours considéré comme un report à nouveau solde créditeur. Et donc là, le projet d'affectation est généralement préparé par les administrateurs, par les organes de gouvernance. Il sera soumis à l'Assemblée générale qui va décider de son acceptation ou de sa modification. Enfin, donc, quand on paye les dividendes, donc là il faut distinguer la part nette qui sera versée aux actionnaires et l'impôt assujetti, notamment la taxe sur les produits, qui sera donc versée à l'administration fiscale en contrepartie donc de. Voilà donc grosso modo dans cette vidéo nous avons expliqué les repères fondamentaux de la question de l'affectation de résultats avec une sensibilisation sur la question de l'imposition fiscale des sociétés. On va voir dans les prochaines vidéos quelques exercices d'illustration pour mettre en pratique les connaissances développées sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie.